Salut tout le monde! Comme pour introduire la Coupe du Monde, je vous propose des interviews de supporters de nations participantes à l'événement. Histoire, parcours ou encore effectifs font partie des sujets abordés. Avec l'Iran, on est sur une nation habituée de la Coupe du Monde, mais qui n'a jamais passé le premier tour. Pour Arman, le passage à 48 et le nouveau format peuvent être une opportunité de passer le plafond de verre. Bonne écoute à vous. Bon, salut à toi. Donc, pourrais-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Alors moi, je me présente, je m'appelle Arman, j'ai 25 ans. Je suis le propriétaire du compte de foot qui s'appelle Timéli Actu. Ça va faire maintenant 7 ans que je publie l'actualité sur le football iranien, notamment sur l'équipe nationale, sur le championnat, sur les joueurs et notamment ce qui se passe un petit peu actuellement. Malheureusement, cette année, pour nous, le football, c'est au second plan, mais dans la mesure du possible, on essaye de se remettre. Oui, bien sûr, parce que je pense que dans cette période-là, l'équipe nationale unifie, unifie le peuple iranien, qu'il soit, peu importe les opinions de chacun, ou même, comme beaucoup, je pense que ça donne un lien entre les gens de la diaspora et les Iraniens qui vivent encore au pays. Bien sûr, aussi, même si ceux qui sont contre ou pour la République islamique montrent encore une fois que l'Iran ne peut pas être divisé. En tout cas, c'est ce qu'on espère pendant les premiers événements, surtout pour la Coupe du Monde. Un truc honorable de la part de l'équipe et aussi pour une nation toute entière. Et puis voilà, on verra ce qui va se passer, mais malheureusement, je pense que notre participation, je pense que comme pour beaucoup de monde, la hype pour la Coupe du Monde nous a complètement Hmm. détruits. Je peux le concevoir. D'où te vient cette passion pour l'équipe nationale iranienne? C'est dû à des origines ou Non, pas complètement autre chose? forcément, non, pas forcément, parce que moi, je suis. Alors, d'où me vient cette passion pour le football iranien? Ça remonte en 2014, pendant la période de la Coupe du Monde au Brésil. J'ai regardé pour la première fois le match Iran-Argentine dans un bistrot, juste en bas de chez moi à une époque. Et j'ai regardé ce match attentivement. Et puis, je me rappelle à une époque, il y a eu tellement d'occasions de la part de l'Iran, notamment la tête de Dejoga face à l'énorme Romero contre le futur finaliste de la Coupe du Monde. Et on maîtrisait ce match avec beaucoup de fierté, mais malheureusement, le but de Messi nous a fait craquer à la toute dernière seconde, dans les arrêts de jeu. Bah, on en parlera pour faire un petit point historique pour l'Iran, parce que ce sera leur septième Coupe du Monde et leur quatrième consécutive. C'est presque la meilleure période du football iranien pour ce qui est de la Coupe du Monde, même si on sait que à l'échelle continentale, ils avaient déjà gagné trois Coupes d'Asie consécutives fin des années 60, début des années 70, si je ne dis pas de Euh, bêtises. la dernière fois, s'ils ont gagné en 68, 72 et 76, c'est-à-dire effectivement que ça va faire maintenant 50 ans que l'équipe nationale a gagné cette Coupe continentale. Mais, mais bon, après, bon, on gagne plus, mais on espère une fois de plus qu'on pourrait un petit peu gagner la Coupe, même si c'est pas la bonne période. Et puis, voilà, oui. Même avec ses 50 ans de disette, l'Iran reste quand même des plus grandes nations asiatiques. Bien sûr, comme la Corée du Sud, comme le Maroc, même s'ils ont gagné sous tapis vert. Et aussi plein d'autres nations comme l'Italie, l'Espagne. Ça reste la meilleure équipe d'Asie, pour pas te dire la meilleure équipe du monde. Mais c'est une équipe voilà, qui est actuellement dans les top 20 meilleures équipes au monde au niveau du classement, avec le Japon, dans les grandes nations du football. Et puis voilà, même si bon, c'est pas tout beau tout rose, mais au moins on est dans les top 20 des meilleures équipes. Ouais, dans le top 20 des meilleures équipes du monde, ce qui prouve une certaine régularité. Oui, Même exactement. si, même s'il y a une, entre guillemets, une disette continentale, rien que le fait d'avoir participé avant l'extension à 48 à trois Coupes du Monde auparavant, ça Oui. montre que ça montre qu'il y a quand même de la qualité, même de la constance. Ouais, il y a de la qualité, notamment avec beaucoup de joueurs talentueux.
et un championnat qu'on en reviendra un petit peu là-dessus, avec beaucoup de jeunes joueurs prometteurs qui pourraient prendre la relève après l'ère Taremi et Azmoun. Et puis voilà, bon, cette équipe pourrait laisser beaucoup de potentiel, mais aussi un petit peu du 50-50 comme dans les anciennes générations précédentes, à l'époque d'Ali Doi, Oshimyun, Mahdevika, etc. Mhm. Donc, je voulais revenir avec toi aussi sur la dernière ce qui s'est passé entre guillemets depuis 4 ans. L'Iran est, j'ai presque envie de dire comme souvent, qualifié à la Coupe du Monde, d'un groupe avec l'Angleterre, les États-Unis et le Pays de Galles. Et l'Iran, malgré une élimination au premier tour, laisse une plutôt bonne impression au Qatar, j'ai l'impression, avec notamment une victoire contre le Pays de Galles. Oui et non, parce que quand même, le groupe avec l'Angleterre, le Pays de Galles et les États-Unis, c'est le groupe le plus, le, auprès, entre guillemets, un petit peu facile, même si maintenant, ça ne veut plus rien dire dans le football. Mais ouais, ça laisse des impressions, notamment la victoire honorable contre les Pays de Galles. Et le premier match contre l'Angleterre qui m'a laissé un mauvais souvenir volcante. Et le dernier match contre les États-Unis, bah, c'était peut-être pour les personnes, c'était un match honorable, mais pour moi, c'est l'un des pires matchs de l'histoire du football iranien, avec le but refusé des Atollahi contre l'Espagne en 2018 et l'action du 2-1 raté de Taremi contre le Portugal. Oui. Parce que pour toi, peut-être pour 2022, il y avait une opportunité de passer le premier tour. Bien sûr, c'était l'occasion ou jamais, enfin jamais. C'est encore possible pour se qualifier pour le second tour, mais c'était pour ma part un parcours très amer. Parce que les 20 dernières années où l'Iran a participé à la Coupe du Monde, c'était des groupes qui étaient à notre portée. Notamment en 2006, on avait le Mexique outsider, l'Angola qui participait à sa première Coupe du Monde, mis à part le Portugal de Figo, Paoletta et le jeune prodige CR7. Et au final, c'était au travers. Pareil pour 2014, avec, bon, même si c'était un petit peu le groupe de la mort, notamment le Nigeria qui était champion d'Afrique en 2013, et la Bosnie, avec les joueurs de qualité, Dzeko, Pjanic, tout ça, c'était un groupe qui était à notre opportunité, mais qui laisse des goûts amers en passant par 2018. Mais 2022, c'est pour moi le parcours le plus amer que j'ai regardé jusqu'à présent. Oui, parce que tu peux, ouais, avec ce sentiment de se dire, il y a une victoire, mais on aurait pu passer parce que le groupe était, entre guillemets, abordable. Je peux concevoir. Et donc, après ce Coupe du Monde 2022, il y a une Coupe d'Asie qui s'est jouée au Oui. Qatar. Et l'Iran fait je sais pas si tu estimes comme une bonne Coupe d'Asie, même s'il n'y a toujours pas de titre. Il y a ce côté où vous battez la Syrie au tir au but en huitième de finale. Vous battez le Japon en quart, qui était peut-être le favori, un des favoris cette Coupe d'Asie, mais vous perdez en demi-finale contre le Qatar. Quelle expérience tu penses que la team Melli a pu tirer de cette Coupe d'Asie et comment elle a peut-être pu influencer par la suite? Bah, je dirais que la Coupe d'Asie, bah, pour moi, c'était pareil comme le Mondial au 2022. Encore une fois, je vais encore être dans le pessimiste, dans la négativité plutôt. Mais la dernière Coupe d'Asie, c'était un grand boulevard pour l'Iran de remporter, pas remporter, puisque en finale, on ne sait jamais, mais c'était porte ouverte pour que l'Iran puisse, pour la première fois depuis 50 ans de l'histoire, atteindre une finale de Coupe d'Asie. Mais malheureusement, c'était pareil que un petit peu dans les années précédentes où 2019, 2015, 2011, enfin, en, en 50 ans, bah, on n'arrive toujours pas. Mais bon, je laisse ce souvenir du 50-50, mais
quand on a, quand on a éliminé le Japon en quart de finale et que on se fait s'éliminer par le Qatar, même si c'est une championne d'Asie en tenant du titre. Mais il faut se le rappeler, forcé de constater qu'avant la compétition, le Qatar n'était pas du tout prêt. Ils enchaînaient des mauvais résultats. Bon, ça, il y a quand même des bons joueurs comme Al-Mouazzali, Akram Afif, Alaïlos, etc. Mais voilà, c'était à ce moment-là une équipe du Qatar qui était pas prêt, qui était fébrile, contrairement à 2019. Voilà, mais bon, comme on dit, le football, c'est pas une science exacte. Hmm. Ça, oui, je te confirme, c'est pas une science exacte. J'aimerais revenir avec toi aussi sur les qualifications, parce que l'Iran s'est qualifié, je dirais pas comme d'habitude. En fait, ils étaient déjà présents dans la Coupe du Monde à 32, donc on pouvait se dire que dans une Coupe du Monde à 48, avec 2 fois 8 places asiatiques au lieu de 4 auparavant, la qualification pouvait paraître assez facile. Je commence avec le premier tour, où il y a l'Ouzbékistan, où il y a 2 nuls, si j'ai pas de bêtises. Et après, c'est plus, entre guillemets, anecdotique avec le Turkménistan et Hong Kong. On pouvait presque s'attendre à ce que, entre guillemets, les choses sérieuses commencent au troisième tour. Ouais, ça commence les choses sérieuses au troisième tour parce qu'à une époque, avant le format de 48 équipes, on affrontait la Corée du Sud, on affrontait l'Arabie Saoudite, des équipes de top niveau en Asie. C'était à l'époque de Keijo, c'était beaucoup plus forte. Et dans les années précédentes, on est sur les 10 dernières années, on était dans le dur. En 2009, on avait un groupe qui était largement un petit peu le groupe le plus relevé avec l'Arabie Saoudite, les Émirats, la Corée du Sud, etc. Mais ouais, effectivement, parce que le deuxième tour pour la qualification, c'était des groupes faciles. Et puis, effectivement, pour le troisième tour, c'est du grand sérieux, notamment avec l'Ouzbékistan, qui est, pour ma part, ce n'est est Progrès qui est en l'équipe la progrès. plus un très très grand problème qui est pour moi l'équipe qui a le plus progressé en 10 ans et ce n'est plus l'équipe d'il y a 15-20 ans où c'était un outsider ou l'équipe la plus faible avec ils ont des grands joueurs comme l'Ouzbek, je ne me rappelle plus de son nom, qui joue à Manchester City. Hanoff. Et voilà, Oranov et Eldor Shomurodov, qui est le joueur le plus technique de l'Asie à mes yeux. Oui, oui, je vois. Et donc là, il y a eu un troisième tour. Donc, c'est vrai qu'avec les disparités qu'on puisse avoir, c'est plus les groupes d'avant où vous jouez le Japon, l'Australie, l'Arabie Saoudite, la Corée. Là, ça pouvait paraître plus ouvert et l'Iran faisait office de favori avec, il y avait l'Ouzbékistan qui utilisait Progress, mais reste encore peut-être un tour en dessous, n'est pas encore installé comme une top équipe asiatique. Le Qatar qui a fait pas une grande qualif. Les Émirats avec leur effectif à eux et encore en dessous le Kyrgyzstan et la Corée du Nord qui étaient des clairs outsiders. Ouais, c'était bon, ça reste quand même des bonnes équipes, mais c'est comme j'ai expliqué, ce n'est plus les équipes qui fait peur parce que les Émirats Arabes Unis est entré dans une phase compliquée et le Qatar encore pire parce ils ont enchaîné des mauvais résultats pendant les troisièmes tours de qualification, mais par miracle, ils se qualifient pour la Coupe du Monde 2026. Mais ouais, c'est devenu avec le 48 équipes, c'est devenu pour les autres équipes asiatiques très très grande ouverte. On a vu comment l'Irak et la République démocratique du Congo sont sortis pendant les barrages continentaux. Et on a vu aussi en Amérique du Nord avec le Curaçao, l'Haïti qui s'est qualifié après 50 ans d'absence. Mm. C'est quand même incroyable, mais bon, je suis toujours pas fan à vrai dire, les 48 équipes, mais c'est quand même une bonne opportunité. Mhm. J'ai envie qu'on fasse également un petit point sur l'effectif. Il y a eu un camp d'entraînement qui a été fait en avril dernier avec les joueurs du championnat locaux, mais il y a quand même une majorité de joueurs locaux de l'Iran, qui est un championnat qui est assez référencé en Asie. Il y a du Persepolis,
Persegal, Estegal, il y a du... Sterlol, Stepan, Tu le Telaktor. prononces mieux que moi? Non, je sais, c'est pas évident. Mais ouais, on a en ce moment, dans le championnat, on a des bonnes équipes, notamment Persepolis, Esterlol, qui est le club le plus populaire de la nation. Sepan, qui est une très très grande équipe, qui a fait la finale de la Champions League, si je dis pas de bêtises, entre 2010 ou bon, fin des années 2000, 2000, je dirais. Pardon. Et puis Traktor, qui est en progression, qui a gagné le premier championnat la saison dernière, sous l'entraînement de DraganEskocic, qui a malheureusement démissionné en février. Et voilà, ils ont été éliminés il y a quelques semaines par le Shahab Al-Ali de Dubaï, si je prononce bien, sur un parcours très très amer, parce que c'était pour moi un match qui aurait pu se terminer par un 0-0 et au tir au but, mais comme j'ai dit encore une fois, le football, c'est pas une science exacte. Il y a beaucoup de joueurs champions locaux qui ont un championnat français, mais il y a aussi, peut-être plus qu'avant, tu connais mieux que moi, beaucoup de joueurs qui s'exportent, le plus connu étant Méditerranée, mais il y a quelques joueurs qui jouent notamment en Russie, en Pologne, même un joueur qui joue à Dender. On a vu même du côté de la Ligue 1 et de Brentford, Saman Ghoddos. Est-ce Ouais, ça m'a que est-ce que c'est une tendance qu'ont les joueurs iraniens peut-être à encore de plus en plus s'exporter en Europe, ou c'est quelque chose qui a toujours un petit peu existé avec des éléments qui étaient implantés en Europe ici et là? Il y a l'ouverture à la diaspora aussi, à sans doute un autre facteur à ça. Hum, Moi, je dis pas vraiment, parce que la plupart des joueurs, mis à part Taremi et Azmoun, la première des choses, c'est de jouer soit aux Émirats Arabes Unis, au Qatar, et même en Russie. Bon, même en Russie, même si ce n'est pas le meilleur championnat, ils réussissent un petit peu plus. Puis après, bah, ils reçoivent parfois des autres clubs en Europe, ou des clubs un peu lambda, mais après, au final, on les a jamais venus, pour la plupart des locaux qui étaient censés être des prometteurs. Mais malheureusement, bah, parfois, il y a des mauvais choix de carrière, et aussi des agents qui ont du mal à orienter. Hmm. Mais toujours est-il que ça reste peut-être un petit peu une bonne opportunité pour les joueurs de progresser en championnat, et qu'ils peuvent, par exemple, aller en Turquie ou en Russie, même si la Russie, c'est un championnat fermé depuis maintenant 4 ans. Oui, oui, c'est moins une porte d'entrée pour l'Europe que Bien, qu'ils auraient pu faire avant, oui. bien sûr, on a vu avec Safonov, qui est transféré au Paris Saint-Germain. On a vu aussi maintenant le numéro 7 de la Russie, qui avait marqué un but contre l'Iran, et qui était aussi également visé par le Paris Saint-Germain. Je ne me rappelle plus c'est quoi de son nom. Mais je me suis dit, pourquoi on ne laisse pas la chance, par exemple, des clubs de Ligue 1 qui pourraient, ne serait-ce que donner un offre, même un club de Ligue 2, on pourrait Hmm. Tu demander penses l'offre. que des joueurs iraniens pourraient, comme a fait Godos il y a quelques années en allant à Amiens, est-ce que tu penses que beaucoup de joueurs iraniens pourraient s'imposer en Ligue 1, Ligue 2? Bien sûr, et pourquoi pas, ça peut faire des progressions. Et aussi, il y a le championnat des Hollandais, comme à l'exemple de Alireza Jahanbakhsh, qui a fait un passage avec l'AS Alkmaar, et après passé à Feyenoord. Donc, oui, ça peut être une possibilité, mais on verra par la suite, parce qu'on ne sait jamais avec les générations futures, parce que parfois,
on mise trop sur des jeunes joueurs, mais après, juste derrière, bah, on finit par être déçu. Mhm. Et en termes d'âge, c'est vrai que en termes d'âge, tu as qualifié comment cette équipe? C'est plus une équipe avec des jeunes talents, une équipe l'équipe qui potentiellement sera la Coupe du Monde. Est-ce que ce sera plus un ensemble de joueurs d'expérience ou tu penses que des jeunes seront présents et seront intégrés à moyen terme? Bah, écoute, c'est l'équipe. Moi, je dirais clairement que c'est l'équipe la plus vieux du continent asiatique, avec des joueurs qui ont une moyenne entre 32 et 33 ans, parce que la plupart, c'est des joueurs d'expérience. La plupart des joueurs qui n'ont pas le niveau. La majorité des joueurs, c'est des locaux et la majorité sont des joueurs venant des Émirats arabes unis, du Qatar, etc. Mais oui, il peut y avoir les jeunes joueurs peut accompagner, mais ça peut, mais il faut de l'expérience parce que même si moi je suis contre de remettre les anciens de 2022, de 2018, etc. Mais ça peut peut-être, après je peux toujours me tromper, si des joueurs d'expérience qui pourraient ne serait-ce qu'apporter de la fraîcheur, de l'envie, eh ben, ça peut être un petit peu une possibilité. Même si je trouve qu'il faut rajeunir l'équipe. Ouais. Parce que le sélectionneur. Tu penses qu'une des Excuse-moi. grosses problématiques de l'équipe iranienne actuellement, c'est qu'on ne laisse moins la chance aux jeunes ou qu'on se repose trop sur les cadres expérimentés? Bien sûr, parce que le sélectionneur iranien Amir Raneloui, après l'élimination du Qatar en Coupe d'Asie, il avait promis de rajeunir l'équipe. Et 2 ans plus tard, bah, ça n'a rien changé. C'est devenu. En fait, pour être clairement, c'est cette équipe, et non seulement à l'image du contexte actuel, mais aussi à l'image de ces 15 dernières années, puisque la plupart des résultats, ils étaient catastrophiques contre le Cap-Vert, contre l'Ouzbékistan. Et voilà, ça a été une qualification, ça a été des résultats compliqués. Mais bon, quand même, après, bah, j'espère que, encore une fois, je peux me tromper, mais ça peut créer la surprise pourquoi pas. Mm. Est-ce que tu pourrais parler de comment joue l'Iran? Est-ce que c'est un jeu plus de possession? Est-ce que c'est un jeu plus pragmatique? Est-ce que il y a un schéma vraiment qui est utilisé constamment ou est-ce que le coach change plus souvent de compo? C'est une équipe qui joue offensivement, qui a un petit peu de pression. Et au niveau des coups de pied, c'est bien. Mais défensivement, c'est compliqué. Comme j'ai dit, c'est une équipe qui a le plus. C'est la défense, elle est plus vieillissante. Mais voilà, c'est une équipe qui peut créer des problèmes offensivement, comme par exemple, attention, aller à la guerre, et puis voilà. Mhm. J'ai envie qu'on se focus sur, est-ce que pour toi, tu aurais un peu un joueur à suivre? Quelqu'un que tu as envie de sortir du lot, ta carte blanche pour t'exprimer, ça peut être n'importe qui, ça peut être quelqu'un que tu as vu jouer et que tu vois un peu sous les radars, ça peut être un peu un joueur qui est un peu une star en Iran, mais un peu méconnu par chez nous. Tu as carte blanche pour me dire, ce serait quoi ton joueur à suivre? Alors, le joueur à suivre du moment, c'est Mohammad Javad Hossein-Nejad qui joue au Dynamo en Russie. Un Diamant joueur qui Makashkala? fait. Ouais, Mashkala, si je dis pas de bêtises. Et c'est un joueur qui joue un petit peu à la Modric, sans comparer à Modric. Il peut jouer allié et qui peut casser des lignes et jouer vers l'avant.
On a aussi Mohamed Mohebi qui joue à Rostov. C'est un joueur qui pousse vers l'avant, qui est capable de créer de l'adrénaline devant avec Mehdi Graïdi et Taremi. Et puis, voilà, Taremi, on le présente plus. C'est un joueur qui est quasiment connu en Europe. Et puis Dennis Eckert, qui joue en Belgique. Alors, on ne sait pas s'il pourrait participer à la Coupe du Monde, étant donné que le dossier est en cours, mais c'est un joueur qui, à l'image d'Azmoun, peut apporter une équipe de choc. Bien sûr. Donc l'Iran pour cette Coupe du Monde 2026 est dans un groupe qu'on peut plus ou où la hiérarchie semble se dessiner, avec la Belgique qui même en fin de cycle semble un peu en dessous, au-dessus. Gros. Il y a Oui. l'Égypte et l'Iran qui pourraient se battre pour la deuxième place et la Nouvelle-Zélande un peu en dessous du lot. Quel serait ton pronostic toi pour cette phase de groupe? Alors, alors, pour être clairement, je ne fais pas de pronostic parce que, bon j'avais publié après le tirage au sort que les groupes faciles, c'est devenu dangereux. Alors, même si l'Iran a 70% de chances de passer au premier tour, mais, mais ça peut être possible de tomber dans le piège. On l'a vu par exemple, comme on a expliqué tout à l'heure, le parcours en 2022 avec les États-Unis, etc. Mais bon, voilà. Bon, la Nouvelle-Zélande, c'est une équipe qui est, on va pas se mentir, la plus faible du groupe, mais il y a un joueur qui est aussi connu dans l'équipe zélandaise, c'est Chris Wood. Nottingham. Et, et l'Égypte, meilleure équipe africaine, demi-finaliste, Mohamed Salah et Omar de City, je ne sais plus c'est Marmouche. quoi. Omar Marmouche, oui. Et la Belgique, c'est l'un des grands cadors du football européen, même si ce n'est plus l'équipe de 2018, mais c'est une équipe qui pourrait toujours causer des problèmes à, à l'Iran. Même Hmm. si, après, on ne sait jamais pour la suite. Mais tu dis 70%, donc peut-être que les vois passer le premier tour. Oui, Mm. peut-être. Et après, selon que tu finis deuxième ou troisième, et selon les match-ups que tu peux avoir en 16e, après, tu verras ça comme du bonus peut-être. Oui, ça peut être du bonus. Et pourquoi pas, et pourquoi pas aller en huitième de finale comme le minimum. Mais bon, après, cette année, maintenant, l'Iran, je pense qu'ils ont, avec le format 48 équipes, je pense que n'importe quelle équipe pourrait passer le deuxième tour. Comme Oh. même une équipe faible pourrait, par exemple, passer le premier tour. C'est, je pense que cette année, c'est du bonus pour chaque équipe qui passe majoritairement pour la première fois, comme l'Ouzbékistan, la RDC, la Tunisie, l'Algérie, Côte d'Ivoire, etc., ont tous un bonus pour passer le premier tour. Ouais, je peux concevoir, t'arrives à arracher une victoire et tu limites un peu la casse contre le gros de la poule. C'est, Oui, tu augmentes vraiment le champ des possibles, je suis entièrement d'accord avec toi. merci. Voilà. Je te remercie d'avoir accepté cette interview. Je te laisse le mot de la fin. Tu es libre de t'exprimer ce que tu veux. Si tu veux faire la promo de ton compte X, si tu as envie tu as carte blanche. Alors, merci à toi pour cette interview. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram ou compte Twitter ou ancienne ou X si vous voulez des infos sur ce qui se passe en équipe nationale, ce qui se passe dans le championnat, même si, comme je l'ai expliqué mille fois, c'est pas en ce moment, ce n'est pas l'actualité. Mais aussi, dernièrement, si je pourrais me permettre, j'ai une grosse pensée pour le peuple iranien, notamment pour les enfants de Minab, et aussi mes condoléances
à toutes les personnes, que ce soit en Iran ou à l'extérieur, qui ont perdu des chairs irremplaçables. Merci Mhm. beaucoup. Vraiment force à toutes les personnes qui vivent des situations de guerre, des situations qui aucune personne, et encore moins d'enfants, n'a à vivre ça. Je suis entièrement Mm, d'accord. voilà, merci. Merci Donc, beaucoup je t'en prie. et à bientôt. Merci, je te souhaite une bonne soirée. À toi Au aussi. revoir. Dans un contexte où le football paraît bien secondaire, l'équipe nationale se veut être une étincelle pour de nombreux Iraniens du pays comme de la diaspora. Ciao.